attends. Je peux pas couper la musique. Vas-y. Donc, mettre en place un référendum révocatoire d'initiative populaire. C'est la proposition de la semaine. Bienvenue sur Stigweek. Salut à toutes et à toutes, bienvenue sur Stigweek. Salut Jérémy, comment ça va? Salut tout le monde, salut Jean. Bah écoute, ça va bien. Attends, je me pousse un peu parce qu'il y a un portable qui est à la moitié de mon bras droit. Écoute, ça va, ouais, non, ça va super. Ça va super. Super. Bonne semaine sur Acropolis en tout cas. Les QAG cet après-midi, tout ça, beaucoup d'ambiance. Et toi? Bah écoute, nous on avance là, on va bientôt sortir de bêta, ça y est, enfin là. L'application va sortir Ouais, sur l'App Store. App Store, Google Play avec plein de nouvelles fonctionnalités. Yes. Donc ça avance, on est un peu travers de l'ombre en ce moment quoi. Et puis du coup vous pouvez nous retrouver samedi pour ceux qui sont sur Paris, autant l'annoncer quoi. Pour les Parisiens et les Franciliens, évidemment, samedi il y a un forum des Civic Tech. Le premier forum des Civic Tech. Alors la Civic Tech, vous savez, c'est tous les projets comme Acropolis et comme Stig. Voilà, tous les projets d'innovation démocratique grâce au numérique. Et c'est un forum qui est co-organisé par un collectif qui s'appelle Démocratie Ouverte, dont on fait partie, et Axel Lemaire, la ministre du numérique, donc le gouvernement qui veut filer un coup de main. Donc du coup, un forum qui a lieu samedi à la Bellevilloise. J'ai partagé l'événement sur Facebook, tu l'as fait aussi. Voilà. C'est ouvert au public tout l'après-midi, donc n'hésitez pas à venir nous voir. On aura chacun un stand, on pourra discuter avec nous. Il y aura un stand d'Acropolis et tout. Ouais. Et le matin, il y aura des prises de parole avec des officiels, avec des élus, avec la ministre, etc. Donc voilà. Ça, je suis sûr que c'est ouvert au public. Le matin, c'est réservé aux invités. Ouais, à la Civic Tech. Ouais. À la Civic Tech, ok, ça roule. Ok, donc voilà, donc à samedi pour celles et ceux qui seront là. Cette semaine sur Stigweek, on va, comme d'habitude, c'est le principe de l'émission, discuter de 5 de vos propositions, 5 propositions qui ont été faites sur la plateforme Stig et qui ont été les plus votées ces 15 derniers jours. C'est ça, voilà. Depuis le dernier épisode. Depuis le dernier épisode de Stigweek, qui était il y a 15 jours. Et donc la proposition de la semaine, eh bien, c'est celle-ci, mettre en place un référendum révocatoire d'initiative populaire. D'accord. Donc qu'est-ce que c'est en quelques mots? L'idée c'est de donner le pouvoir aux administrés d'un élu de le virer quoi. Ah d'accord. Donc, un référendum révocatoire, ok d'accord. Révoquer le mandat de l'élu concerné par le D'initiative populaire, oui tu m'étonnes, c'est pas l'élu qui va demander. Si le résultat dépasse 50%, alors l'élu est destitué. En cas d'individu élu par scrutin proportionnel, ce serait alors plutôt un référendum de maintien dans lequel il y aurait... Ah oui d'accord, ok, donc ensuite il y a des détails. Avantage, les candidats réfléchissent à un programme qu'ils peuvent tenir, cela mettrait en place des délibérations collectives sur les programmes. Si le candidat ne respecte pas le programme pour lequel il a été élu, alors le peuple est destitué. En ayant un outil de contrôle démocratique, on assistera à une repolitisation du public, car en effet, actuellement, notre avis ne compte tellement pas, et entre chaque élection présidentielle, que rien ne motive à s'investir en politique. Ok. C'est assez intéressant du coup. Proposition intéressante, ouais. Puisque dans l'idée, l'objectif c'est quand même de faire en sorte que les élus tiennent plus leurs promesses électorales qu'actuellement quoi. On est encore dans une proposition qui est plus exigeante démocratiquement. C'est une proposition de... Basée sur la crainte pour le coup, quoi. Sur enfin... Ah bah oui, c'est-à-dire qu'en gros, ouais, ça veut dire que les électeurs d'un élu... Alors, le problème c'est que la proposition ne détaille pas, à la fin il parle des présidentielles, donc le président de la République est un élu, mais après il y a les députés, il y a les sénateurs... Voilà, pour moi ça marche également, là c'est à l'échelle France, mais à l'échelle locale ça peut être très bien quelque chose qui serait possible. Jacques Kosowski, député maire de Courbevoie, souhaite mettre en place un référendum révocatoire à mi-mandat pour le président de la République. D'accord, ok. Et il y a un débat. Il y a 2 amendements, et l'auteur a répondu. Donc, à la limite, avec une destitution prononcée si 3/4 des votants exigent le départ. Il explique donc, majorité qualifiée. Voilà, en partant d'un second tour élu à 52-48, il suffirait d'un fait divers pour que la balance s'inverse. Donc effectivement, si t'es à peu près 50-50 et dans la démocratie c'est en général à peu près ça, il suffirait d'un petit changement d'avis et les gens pourraient sur le coup de l'émotion le destituer un élu. Donc il y a de toute façon, il y aura des avantages mais il y aura aussi des inconvénients et notamment le coût déjà d'une part et puis le fait qu'on se retrouve peut-être à changer d'élu assez souvent quoi. Ah bah c'est-à-dire que oui là ça va défiler, oui, c'est-à-dire que si tu fais ça c'est ouais.
Non, puis ça, je sais pas. Alors que la politique, enfin, tu vois, ils en parlent dans le chat. Certains trouvent que le mandat du président est pas assez long. Et d'un autre, voilà, la politique, est-ce qu'elle doit être sur le long terme aussi, quoi? Mais c'est toute la difficulté, c'est-à-dire qu'on prend des engagements sur 30 ans, on signe des traités, etc., machin, et on a l'impression que ça nous engage pour beaucoup trop longtemps, que ça nous lie les mains et que la démocratie ne peut plus s'exprimer. Et en même temps, quand t'as des mandats de 5 ans, au moment où on est passé du septennat au quinquennat, il y a des gens qui ont dit, mais 5 ans, mais c'est beaucoup trop rapide. Qu'est-ce que tu veux qu'un président de la République? Il est élu à une année N+1, N+2, il met en place ses réformes, voire même en réalité non, il concerte la préparation de la mise en place de ces réformes. Année 2, année 3, année 4, il vote, il fait voter les textes, etc. Et année 5, il est en campagne pour sa réélection. Qu'est-ce que tu veux changer un pays en 5 ans? Donc effectivement, ça c'est un argument qui est apporté par les gens qui trouvent que le mandat est pas assez long, que justement... C'est un contre-argument de ça, du coup. Ce serait plutôt un contre-argument. À l'heure du changement climatique et des métaphores, et des métamorphoses profondes de la société, peut-être qu'on aura besoin de prendre des décisions qui nous engagent sur 30 ans et qu'on ait le temps de vérifier, machin. Bon. Non, ensuite, c'est une proposition qui est intéressante parce qu'elle est exigeante démocratiquement. Elle pose juste un problème, c'est la question du mandat impératif. Si tu vois ce que c'est. Le mandat impératif, c'est très exactement ça. Le mandat impératif, c'est le mandat qui lie comment ça s'appelle, le représentant au représenté de manière obligatoire et judiciaire. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu donnes mandat à quelqu'un pour te représenter, tu lui laisses... Enfin, il y a un artifice qui consiste à laisser une autonomie à la personne pour prendre des décisions. Le mandat impératif, c'est supprimer l'autonomie. C'est dire à la personne, en fait, tu ne me représentes pas, tu es simplement mon porte-parole. Un rapporteur, quoi. Tu es un rapporteur, mais tu as absolument interdiction de décider autre chose que ce que je décide moi. Alors c'est vachement compliqué à faire quand t'es collectif, quand t'es individuel, c'est le principe d'un plénipotentiaire, par exemple, d'un mandataire, d'un mec qui va négocier un contrat où tu lui donnes une limite et il n'a pas le droit d'aller au-dessus. Bon, c'est une forme de mandat impératif. Dans le cadre de la politique, ça pose un très très gros problème. C'est-à-dire que tu reposes la question de savoir ça sert à quoi d'élire des mecs, en fait. Bah, tu vois, à ce petit jeu-là, pourquoi on élit des gens? Et puis on est aussi, je pense, on est un peu un carrefour, parce qu'Internet permet aujourd'hui à des gens de participer en masse, ce qui n'était pas possible avant. Et est-ce que le côté représentatif de la démocratie, il vient pas au départ d'une nécessité qui petit à petit s'efface? En tout cas, je parle d'un point de vue récupérer l'avis des citoyens, ce qui était, tu pouvais pas interroger tout le monde. Aujourd'hui, potentiellement, on peut, quoi. Je dis pas que c'est une bonne chose, là je pense que la démocratie a besoin de représentants, tu vois, mais qu'aujourd'hui, le débat a lieu parce que justement on a des outils qui nous permettent de le faire. Ouais, non, du coup il y a un débat dans le chat sur justement le temps de mandat dont on parlait juste avant, et non mais c'est vrai que c'est un truc intéressant. Le mandat unique aussi d'ailleurs. Le mandat unique, pareil, c'est intéressant tout autant que... Où t'es obligé de laisser passer un mandat avant de te représenter, par exemple. Et c'est particulièrement critiquable, et c'est potentiellement aussi antidémocratique, parce que, potentiellement, imagine, je sais pas moi, une population qui élit un député. Bon, le député, ils sont vachement contents de son travail. Mais ils veulent le garder. Ouais. Maintenant, interdit. Puis ouais, ok, c'est gentil, c'est interdit, mais notre volonté populaire, elle est de le garder. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, je suis le premier à dire que je suis contre le cumul des mandats dans le temps, parce que je pense qu'au bout d'un moment, on doit forcer le renouvellement, mais le mandat unique pose des questions. Non, en tout cas, cette idée de mandat impératif, c'est que le mandat impératif est interdit en France, c'est même pas qu'il n'existe pas, c'est qu'il est interdit. Ça remonte à la Révolution et dans les périodes troubles post-révolutionnaires, dans les 10-15 ans qui ont suivi la Révolution, où il y a eu des périodes où des députés, en tout cas des représentants à la Chambre, en gros, se faisaient littéralement molester, péter la gueule quand ils revenaient en circonscription et que la population n'était pas d'accord avec ce qu'ils avaient voté. Donc il y a eu des histoires comme ça. Ensuite, il y a eu des histoires aussi sur la responsabilité judiciaire et pénale des élus sur les décisions qu'ils prennent, parce que parfois, dans certains pays, pas en France heureusement, mais dans certains pays, tu peux être condamné après ton mandat pour des décisions que tu as prises pendant ton mandat. Genre parce que la loi a changé juste pour t'emmerder, c'est un espèce de système à la con pour condamner les mecs. Donc non, le mandat impératif est interdit précisément pour protéger la démocratie contre, c'est exactement ce que tu disais, les vicissitudes, les aléas, les changements d'avis, etc. Et surtout sur le fait que quand tu donnes un mandat à un mec, tu lui donnes le mandat de faire un travail de négociation, de discussion, enfin tu vois, ne serait-ce que le Parlement, le mot Parlement, ça sert à parlementer, on est là pour discuter, on est là pour transiger, mais chacun on est là pour une faire ligne, des compromis. Un peu comme un magazine à ligne éditoriale, chacun a une ligne éditoriale, élu pour une ligne particulière qui se doit de respecter, quoi. Ça oui, mais ça le jugement... C'est difficile à vérifier, à ce moment-là, le référendum révocatoire, c'est l'élection suivante. Voilà, c'est ça un référendum révocatoire. Prenons François Hollande, si François Hollande se représente à sa succession là, en 2017, et que le peuple ne vote pas pour lui, bah voilà, la révocation elle est là. Oui, certes. Mais c'est bon.
je sais pas ce que vous en pensez vous dans le chat, mais c'est pas quid de contractualiser le programme comme un vrai contrat politique. Mais c'est le même problème en fait, c'est que déjà c'est quoi le statut d'un programme? Ça c'est une question qu'on pourrait discuter pendant des heures. C'est quoi un programme politique? Il y en a qui pensent que c'est un document dans lequel les mecs font des promesses, etc. Moi je pense qu'un programme c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un ensemble d'annonces, de discussions, de modifications, parce qu'un programme ça évolue dans le temps aussi, en fonction des accords électoraux. Tu sais que par exemple Hollande a fait évoluer son programme entre le premier et le second tour de la présidentielle, parce qu'il a aspiré les écologistes. Ah, je me souvenais pas de ça. Rappelle-toi, il y a eu une négociation entre Eva Joly et Hollande, où elle lui a fait mettre dans son projet l'accord sur la COP21, non, parce qu'évidemment il n'était pas à force de proposition à ce moment-là, mais je sais plus quel truc, il y avait l'écotaxe d'ailleurs aussi à l'époque, mais voilà, dans la négo il y avait des trucs, il n'y avait pas Notre-Dame-des-Landes, mais bref, donc voilà, l'enjeu c'est, est-ce que véritablement on sera plus en démocratie si on lie obligatoirement nos représentants à des trucs qui les engagent? Ou est-ce que la démocratie, c'est pas aussi justement les laisser faire? Leur accorder une confiance, comme on dit. Je sais pas. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a une critique radicale de la manière que j'ai de présenter le truc. C'est-à-dire que ce que je dis est très bisounours, cuicui les petits oiseaux. C'est-à-dire que c'est effectivement, si tout le monde est gentil et que tout se passe bien. Oui, et que tout se passe bien, ça marche. La réalité, c'est que ça marche pas. Et qu'aujourd'hui, il y a un ras-le-bol, etc. Est-ce que pour autant, c'est une solution? Une proposition évolue avec le temps et les événements. Ouais, je suis d'accord avec Théo. Pas de promesses, des propositions. Ouais. On peut programmer l'objectif final, mais laisser effectivement le gouvernement avoir un pouvoir exécutif, je pense. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Mathias, mais là c'est pareil. Qu'est-ce que tu fais du contexte et de l'évolution des événements? Tu vois, tu prends la crise de 2008 par exemple, bah oui, forcément, elle a foutu tout le programme de Nicolas Sarkozy par terre. Il s'est fait niquer à ce moment-là. Mais oui, mais est-ce que c'était de sa faute à lui? Tiens, si le mec s'était engagé, genre je m'engage sur une réduction du chômage, t'as envie de dire ok, bon bah d'accord, super, sauf que le mec il arrive et c'est un contexte international qui fait plonger le chômage encore plus. Ouais, alors après t'as un débat politique pour savoir s'il est pas un peu responsable dans ça, mais c'est vachement difficile quand même de lier des gens à ça. C'est exactement comme si tu demandais à un agriculteur de s'engager juridiquement sur la moisson de l'année prochaine. Le mec il dit bah t'es gentil s'il y a une tempête. Hein, tu vois, on est bien d'accord. Mais après, il y a aussi la notion peut-être de dans quelle mesure peut être réalisée une promesse plutôt qu'une autre, tu vois. Oui, et c'est là qu'on dit la fameuse phrase « les promesses n'engagent que ceux qui y croient ». Oui, mais d'accord, mais certes, c'est sûr. Mais t'as raison, dans quelle mesure est-ce qu'on peut s'engager, ouais. Voilà, mais c'est surtout que ce type d'idée pourrait permettre peut-être d'avoir... Il y a deux types de promesses, t'as la promesse concrète, c'est je vais faire ça qui est factuel, tu vois, et puis t'as des choses qui sont un peu plus de l'ordre de la politique, si je puis dire, tu vois, sur le long terme, et des idées en général, quoi. Il y a des choses qui sont assez vagues et d'autres qui sont beaucoup plus concrètes, et ça, je pense que ça amène vers plus de choses concrètes peut-être, et c'est pas forcément... ça peut être bien, mais c'est pas forcément bien, c'est important d'avoir des idées au long cours aussi, quoi. C'est important d'avoir des idées au long cours. Après, bon, non, mais tu vois, en tout cas, c'est une proposition radicale. C'est intéressant. Bon, en tout cas, elle a cartonné, hein, sur Stig, en tout cas, elle a fait 92%, je crois, d'opinion favorable, et voilà. Ouais. C'est une proposition qui a cartonné, elle est intéressante parce qu'encore une fois, elle est la manifestation d'un ras-le-bol et d'une exigence de démocratie qui est plutôt vachement salutaire. Mais moi je me demande si plutôt que de rentrer dans un espèce de rapport de force entre l'élu entre le représentant et le représenté, je préférais qu'on crée un rapport de confiance et qu'on les fasse travailler ensemble. Tu sais, c'est Parlement citoyen, c'est... oui, c'est beaucoup mieux. C'est Stig aussi. C'est Stig aussi, oui. On va proposer aux élus... Faire bosser les élus et les... Enfin, tu vois, je préfère les faire bosser ensemble, parlementer ensemble. Tu vois, je préfère j'aime bien que les élus organisent des comptes rendus de mandat. Je sais pas si t'es déjà allé au compte rendu de mandat d'un député ou d'un maire. Bah voilà, le mec, un soir, il rassemble dans un gymnase tous les électeurs qui veulent venir lui poser des questions, l'engueuler. À la fin de son mandat, du coup? Non, pendant le mandat. Dès la première année, le mec il vient, il fait un discours, il dit voilà, écoutez, pendant cette première année, j'ai fait ça, j'ai voté ça, j'ai soutenu le gouvernement à ce moment-là, là j'ai fait chier, machin. Et voilà, maintenant je prends des questions dans la salle et qu'est-ce que vous en pensez? Et là il y a de tout et de rien, il y a des militants qui disent c'est formidable, t'es la 8e merveille du monde, il y a des opposants qui disent c'est un scandale, il faudrait vous tuer, enfin... Faut que ça ait des conséquences après, idéalement, quoi, aussi. Bah l'intérêt c'est de créer un dialogue. Bon. Mais c'est intéressant parce que du coup, un élu qui s'engage dans un contrôle de mandat, il sait qu'il va se faire engueuler au contrôle de mandat suivant s'il prend des positions qui vont pas dans le sens de la majorité de sa population sur son territoire. Donc voilà. Moi j'aime bien les contrôles de mandat, je trouve que ça a du sens. Non à l'initiative, mettre en place un référendum révocatoire d'initiative populaire. Ah ouais, donc t'es autant en campagne, toi. Ça a été évoqué la possibilité de faire intervenir celui ou celle qui fait une proposition sur Stig. Nathalie, non, ça n'a pas été évoqué. Je t'avoue que logistiquement c'est un peu compliqué. Ça pourrait être intéressant. En tout cas là, c'est Paul Baudouin qui a fait cette proposition, qu'on salue d'ailleurs. Baudin.
Pardon, Paul Baudin. Bonin. Il y a combien d'utilisateurs actifs sur Steam? Enfin bon, ça c'est des questions enfin je sais pas si tu veux. Bah, moi, je veux bien, un peu plus de 6000 là actuellement. En version bêta, donc on espère que ça va exploser dès qu'on va sortir de bêta bientôt. Alright. On passe à la suivante. Ouais, on passe à la suivante, go. Attends, excuse-moi, hop. La proposition suivante, c'est... Pourquoi qu'elle marche plus? Est-ce que t'es pas sur au-dessus encore là? Hop, ouais, celui-là. Ah oui, t'as raison, autant pour moi. C'est celui-là? Ouais. Créer différents paliers de TVA suivant la nécessité ou le luxe des produits services. Ouais. Alors, donc, il y a un truc qui m'a frappé, évidemment, c'est qu'il y a quelqu'un qui dit que c'est déjà le cas. Donc, j'ai été regarder les différents taux de TVA actuels. On puisse en discuter. Donc, je vais vous les dire d'abord, et puis comme ça, on va voir un peu. Tu peux rappeler ce que c'est que la TVA pour ceux qui sont complètement largués? Taxe sur la valeur ajoutée, c'est une taxe qu'on paye tous sur tous les produits et les services. Et c'est une taxe sur la consommation. Et qui est un pourcentage du produit ou du service, et donc qui est payé pareil pour tous les citoyens, quel que soit leur revenu. Ce qui est important. Principe numéro 1, c'est ça. Principe numéro 2, c'est que la TVA n'est pas perçue par l'État, mais par les entreprises. Bah oui. La perception de la TVA. Ah oui, oui, d'accord, oui, pas bien entendu. Ah oui, non, perçue, non, au sens de l'exclusion, pardon. Oui, les entreprises, c'est eux qui remboursent ensuite l'État. Mais donc il y a un intermédiaire entre l'État et le consommateur qui s'appelle l'entreprise et qui perçoit la TVA pour ensuite la verser à l'État. Mais l'entreprise ne la touche pas. Mais c'est parce que l'entreprise récupère la TVA sur ses achats. Donc en fait, tu soustrais à la TVA que tu as facturée, la TVA que tu as payée. Et du coup, si c'est un nombre positif, tu dois de l'argent à l'État, la TVA. Et si c'est un nombre négatif, c'est l'État qui te rembourse ou qui te fait un crédit de TVA pour ta prochaine déclaration. Quoi. Enfin bref. Alors du coup, en France, il y a 4 taux de TVA différents en vigueur. Le premier, c'est évidemment 20%, c'est celui qu'on connaît tous. Donc majorité des biens et services, ça va de la baguette de pain à la voiture. Donc c'est très large, 20%. Ouais. Ça, c'est le tout venant, si je puis dire. Ensuite, on a 10% qui est grosso modo anciennement les 5,5%. Donc ça inclut les produits agricoles non transformés, le bois de chauffage, les transports de voyageurs, la restauration, les zoos, les musées, enfin la plupart des lieux culturels. Donc ça, c'est 10%. 10%, d'accord. Après, on a 5,5%. Donc ça, c'est l'alimentaire, tout ce qui est équipement et services pour les handicapés, l'énergie, donc gaz, électricité, les cantines scolaires, la fourniture des cantines scolaires, les livres, les spectacles et les logements sociaux. D'accord, c'est à 5,5. Voilà, et enfin la TVA à 2,1, donc qu'on n'entend pas souvent parler, et là il y en a un, tu vas voir, c'est assez marrant. Donc il y a les médicaments remboursés par la sécurité sociale, la redevance télé qui est une taxe, donc on a une taxe sur une taxe, donc sachez que voilà, vous payez 2,1% de TVA sur une taxe. Et enfin, et c'est le seul truc qui a 2,1 en plus de médicaments et de la redevance télé. Hein. C'est quoi? C'est la vente d'animaux vivants de boucherie ou de charcuterie à des non assujettis à la TVA. Voilà. Ah, c'est la foire agricole. Un cas qu'on voit pas souvent, quoi. Mais il faut que tu ne sois pas assujetti pour... En fait, si tu es assujetti, tu payes 20. Bah alors, c'est une bonne question. Les auto-entrepreneurs ne sont pas assujettis à la TVA, par exemple, mais ils la payent sur les achats quand même. Donc, je sais pas. C'est le... Vas-y, redis, c'est les animaux vivants. Vente d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des non assujettis à la TVA. C'est 2,1%. C'est génial. Voilà. C'est ça, non, c'est incroyable. Je savais pas du tout que ça existait, regarde. Je savais pour les médicaments. La TVA sur une taxe, quoi. La TVA sur la redevance, alors la redevance n'est pas une taxe, c'est un petit peu particulier. C'est quand même. C'est un truc perçu par l'État, c'est clair, et ça va dans les finances publiques, mais un peu particulier. Il y a Eric qui rappelle, et t'as raison évidemment, que la TVA c'est l'un des plus hauts revenus pour la France, effectivement. Revenus au sens de la masse totale de la TVA perçue par l'État. On en a parlé dans un précédent Stig Week, je vous avais fait la liste de ce qui rapportait le plus à l'État. Ah, on avait parlé de la taxe sur les produits énergétiques, on avait parlé de ça. Ouais, c'est vrai. Et donc il y avait effectivement la TVA, IRIS, et la première source c'était... La TVA. C'était la TVA, ouais, effectivement, je crois que c'est la... Ah ouais, c'est un truc énorme, ensuite c'est l'IS, ensuite c'est l'IR, je crois, mais c'est colossal, effectivement. Donc c'est un truc important. Et donc le taux de TVA, c'est évidemment... toujours un énorme sujet de débat en permanence, déjà parce que c'est toute la question de la politique. Est-ce que tu favorises la consommation en baissant la TVA, ou est-ce que tu favorises les revenus des salariés, enfin les entreprises en baissant l'IS? C'est toujours des trucs comme ça, et à chaque fois, effectivement, comment est-ce que tu joues sur la balance. Il y a un candidat, j'ai réfléchi à ça parce que ça m'avait marqué, mais il y a un candidat à la primaire de la droite qui a proposé d'augmenter de 2 points la TVA, de passer de 20 à 22%. C'est François Fillon, et c'est pas étonnant, parce que quand il était Premier ministre en 2011, il a proposé de passer la TVA à 23%, je me souviens. TVA sociale qu'il appelait, qui a été supprimée par François Hollande, dès qu'il arrive au pouvoir, mais qui a finalement augmenté, est passé de 19,6 à 20%, bon peu importe.
Donc ça, voilà, c'est ça, il y a proposition de Fillon. Il y avait aussi cet énorme débat au moment de la restauration, la TVA qui est passée à 5,5 pendant le mandat de Nicolas Sarkozy. Qui devait créer des emplois, et finalement c'est un peu plus compliqué que ça, machin, etc. Donc évidemment la TVA, gros sujet d'engueulade politique. C'est le cas un peu sur le chat, on parle de est-ce que le taux de TVA doit être fixe pour tout le monde ou est-ce que ça doit être fonction des revenus, des ressources de chacun. Alors c'est égalité et équité là, c'est ça la différence. Ouais, c'est que l'égalité c'est tout le monde paye pareil, l'équité c'est tout le monde paye équitablement selon ce qu'il peut payer, quoi. Pour rétablir une justice, c'est le principe de l'équité. Et là cette proposition dont on est en train de parler, proposition de Léopold, vise justement à moduler la TVA en fonction d'articles de biens et de services dont on sait qu'ils vont être achetés par plutôt une partie de la population et pas une autre. Ce qui est discriminatoire potentiellement. Ce qui potentiellement peut mal passer auprès de... D'ailleurs, ça y est dans le débat. Ah, il y a un débat en dessous, d'accord. C'est qu'est-ce qui est défini. En fait, ça donne une valeur morale à un bien ou un service. Et c'est ça qui gêne dans les débats et qui peut être gênant effectivement, c'est que ça donne une valeur morale au bien ou au service. Les choses qui ont moins de TVA, c'est plus normal de les consommer que des choses qui ont un fort taux de TVA. C'est ça, exactement. Et donc du coup, c'est le principe même d'économie de marché où on est libre d'acheter ce qu'on veut. Bah, ça va à l'encontre de ça. Ça va à l'encontre de ça. Enfin bon, en tout cas... C'est déjà un peu le cas sur l'essence, d'une certaine manière, vu qu'il y a des taxes, c'est pas de la TVA, mais il y a une énorme taxe supplémentaire, ou sur les cigarettes par exemple. Ouais, alors même effectivement, une taxe supplémentaire. T'as une taxe de santé publique sur les cigarettes. Sur l'essence, t'as une sous-taxation traditionnelle du diesel pour favoriser les constructeurs français. Enfin, tu connais évidemment le truc. C'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Coucou PSA. Et non, ce que je voulais dire, c'est que donc là, en tout cas, la proposition qui est faite, c'est de faire une TVA sur le luxe, par exemple. J'achète une montre Rolex, je paye une TVA à plus de 30%. Et à l'inverse, faire une TVA sur les produits alimentaires de première nécessité, genre la mère de famille célibataire qui habite dans un quartier populaire et qui va acheter du lait en poudre pour ses bébés, et ben elle paierait entre 2 et 5%. C'est intéressant que tu précises un lieu, parce que du coup c'est aussi une autre possibilité encore, ce qui est discriminatoire aussi, mais on est dans ce débat-là. Là. Alors, parce que selon si tu habites dans le 16e ou si tu habites dans une cité... T'imagines tu fais une TVA différente. Ça serait très compliqué. Bah non, dès que tu te déplaces, ça devient... Par contre, ce qui existe, c'est les zones franches. Pour les créations d'entreprises. Oui, dans tous les pays, je crois d'ailleurs. Dans tous les pays, ça existe. Ça. Clairement, si demain vous voulez... dans les ports, ou dans les endroits où il y a du commerce international, quoi. Ça c'est vrai, ça c'est pour favoriser les échanges. Non, sinon, moi je pense plutôt aux banlieues, en fait, aux quartiers très 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 difficiles. Si demain vous allez au fin fond d'une... Ah oui, où t'as des aides pour t'implanter. En gros, si tu veux créer une boîte dans des quartiers vraiment pourrables, où il y a un enjeu de recréer un lien économique, etc., tu vas payer quasiment 0 impôt. Si tu multiplies tous les dispositifs et tout. Ça, c'est les zones franchement. Bref, en tout cas, c'est pas ce dont on est en train de parler. C'est à l'échelle locale, non ? C'est ultra local, là, pour le coup, c'est localisé dans un quartier, dans une rue, machin et tout. Qu'est-ce que t'en penses alors Non, j'en sais rien, c'est intéressant parce que la TVA sur le luxe a déjà existé. Sous Mitterrand, il y avait une TVA à 33% sur le luxe. Et comment ils ont défini ce qui était du luxe et ce qui ne l'était pas alors ? Est-ce que avoir un iPhone par exemple c'est du luxe alors que tu peux avoir un smartphone pas cher, tu vois ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Difficile à définir, quoi. Ouais, non, t'as raison. Et ça repose la question de moraliser. Ouais, c'est ça, du jugement moral que tu mets sur la consommation d'une personne. Donc voilà, comme à partir du moment où on a tous des avis différents là-dessus, c'est difficile à mettre en place. De manière la TVA est perçue que quand le produit est transformé en France. Oui, alors le principe de la TVA, c'est que ce qui est taxé, c'est pas le produit, c'est la valeur ajoutée qu'a apporté le transformateur au produit. C'est ce que ça veut dire d'ailleurs. Ouais, mais la valeur ajoutée, il faut préciser, parce que du coup, en gros, voilà, le boulanger, il reçoit de la farine, du sel et de l'eau, il en fait du pain, et en faisant du pain, par son travail de transformation, il ajoute de la valeur à la simple somme de la farine, du sel et de l'eau. Et ce qui est taxé, c'est pas le pain, c'est la valeur ajoutée qu'il a créée au cours de son... Mais s'il avait revendu la farine en faisant de la marge, il aurait quand même dû facturer de la TVA. Oui, mais sa marge, justement, la marge de l'entreprise est justifiée par la valeur ajoutée de l'entreprise. En principe. Oui, en principe, après on connaît tous des boîtes qui nous... qui apportent zéro valeur ajoutée. Évident, mais par exemple le commerce, la valeur ajoutée c'est de l'amener près de toi pour que tu puisses l'acheter pas loin de chez toi. Mais c'est de la valeur ajoutée. Et c'est ça la valeur ajoutée. C'est le marketing, c'est la capacité à te proposer le produit, effectivement, t'as raison. Ouais, t'as raison. Fanny dit que le smartphone ne sera plus un luxe une fois la sortie de Stig. Effectivement, je propose que les smartphones ce soit 5,5. Et remboursé par la Sécu. Voilà, première nécessité démocratique, citoyenneté. Il sera nécessité nationale, putain vous êtes sympa. En vrai le prix surtout à Paris fluctue en fonction de l'endroit où tu es. Oui ça c'est pour le prix, c'est pas pour le taux de TVA. Donc techniquement on paye la TVA allemande en achetant allemand et ainsi de suite.
Non. Attends. Oui, alors, en Europe, tu achètes TTC quand tu achètes dans un pays européen en tant que particulier. Donc la réponse est oui. Si tu vas acheter en Allemagne, tu payes si tu vas en Allemagne, tu payes la TVA en Allemagne et tu reviens en France. Non, mais du coup, tu payes la TVA allemande. C'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que enfin, dans l'espace Schengen, il me semble bien que c'est ça. Ouais, bah en même temps, marché unique, ça a du sens de fonctionner comme ça. Du coup, ça veut dire que si j'achète une Volkswagen en France, je la paye au prix. Je paye la TVA française. Tu payes la. Oui. D'accord, ok. Et pour les entreprises qui s'achètent entre elles, il y a un numéro qui s'appelle le numéro de TVA intracommunautaire qui permet d'acheter hors taxe les entreprises les unes entre les autres. Et la TVA est reversée par l'entreprise vendeuse directement au pays qui la perçoit. D'accord. Quoi. Attends, parce qu'il y a Mister K5 qui a l'air de dire qu'on est en train de se planter. C'est possible, hein? C'est complètement possible. Et alors, du coup, c'est. Comment il explique? Simple de mettre en place pour les premières nécessités, nourriture, transport en commun, logement. Vous pouvez remplir un exemplaire d'un amendement. Aurait une TVA très basse, voire nulle. Les produits qui ne représentent pas une nécessité, voiture. Ah, voiture, c'est pas une nécessité, c'est intéressant ça. Téléphone portable, alcool, cigarettes, aurait une TVA plus élevée que celle pratiquement actuelle. D'accord. Alors, il y a Nathalie qui nous dit un achat sur le web d'un magasin allemand, TVA allemande. Bah, à mon avis, je pense que oui. TVA chinoise à Hong Kong surtout. Ouais. Non, j'en sais rien. Quand tu achètes, que tu passes d'un pays à l'autre, quand tu choisis ton pays de livraison, par exemple, le prix ne change pas. Le prix des frais de port change, mais le prix de ce que tu payes ne change pas. Non, mais non, je pense. Mais après, je pense qu'il y a aussi pas mal de choses, de déclarations qui s'oublient dans les. Non, mais je pense que tu payes pas la TVA. Le web international. Mais oui, c'est ça. Vu que le web est mondialisé, si tu achètes sur un site pas français, comme la plupart des sites évidemment, tu achètes sur Amazon. Sauf dans le. Tu payes pas la TVA. On touche à des choses un peu pareilles. C'est une bonne question. Taxe tampon, bah tiens, ouais, c'est un très bon exemple ce que dit Marie. Tu te souviens de la taxe tampon? C'était vachement intéressant ça. La taxe tampon, c'était l'amendement qui avait été déposé au projet de loi de finances pour 2016 et qui proposait que les serviettes hygiéniques et les tampons des femmes soient taxés beaucoup. Enfin, il y a une TVA sur les produits de nécessité. Ouais. Et il y avait une réponse absolument géniale du ministre du budget, Christian Eckert, qui avait dit... J'avais vu Acropolis où t'en avais parlé. Oui, mais bien sûr, on en avait parlé pendant... C'est un classique d'Acropolis, c'était à mourir de rire. Enfin, c'était à mourir de rire, c'était plutôt triste. En vrai, c'était plutôt triste. Hein. Quand t'avais des vieux... Tu sais, le rapporteur du budget c'était un mec, le ministre du budget c'était un mec, en face il avait des femmes, tu sais, qui leur disaient genre les tampons c'est de la nécessité, et les mecs leur répondaient non, c'est vrai hygiénique c'est pas une nécessité, ça avait fait péter un plomb à toutes les féministes qui disaient non les bandes de connards, si vous saignez de la bite une fois par mois vous le... Enfin bon bref, je me la fais courte. La TVA n'est perçue que pour une consommation de produits et de services sur le territoire national. Que pour une consommation des produits et des services. C'est le lieu final qui perçoit la TVA donc. Mais ouais. Faudrait qu'on regarde là-dessus, qu'on vous donne une réponse. J'avoue que là on n'est pas très au clair. On n'est pas très au clair. Mais en tout cas voilà, donc c'est la proposition de Léopold de la Cartonnée, elle a fait 85% et il y a un débat. Ça discute, ouais. Ça discute. Gastic.org pour rejoindre et pouvoir discuter. Avec tout le monde. Hein. T'as vu du premier coup là. Non, tu vois cette fois-ci. Ouais. On avance. Hop. Permettre aux jeunes de 3e de moins de 16 ans d'effectuer leur stage d'observation dans le cadre du service civique. Alors, un petit rappel de ce qu'est le service civique, peut-être. Tu veux que je le fasse? Et après, comme tu veux. Non, t'as pris des notes, vas-y. Quand même, qu'elle serve. Donc, c'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général qui est réservé aux jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans dans le cas où ils sont handicapés. C'est indemnisé en France ou à l'étranger, c'est des stages de 6 à 12 mois. Et c'est pris en charge par l'État, mais l'organisme accueillant doit fournir également un soutien complémentaire en nature ou en argent, en plus de ce que paye l'État. Et il y a 9 domaines qui sont reconnus comme pouvant prétendre avoir des gens au service civique. C'est solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire, et enfin intervention d'urgence. Voilà.
tu confirmes tout ce que j'ai dit. Je confirme absolument. Et donc, il y a plusieurs choses dans cette proposition, mais notamment déjà, c'est permettre aux jeunes de 3e de moins de 16 ans de participer, sachant que c'est de 16 à 25 ans. Voilà, le service civique, c'est de 16 à 25 ans. À partir de 16 ans, quoi. Et là, si vous avez entre 16 et 25 ans et que vous voulez vous enrichir dans une mission d'intérêt général, n'hésitez pas à regarder le service civique. Il y a des offres qui sont probablement près de chez vous, des associations, des ONG, des diverses, voire même parfois des collectivités locales qui peuvent vous proposer des trucs très chouettes. Il y a des services civiques vraiment fun. Et juste la deuxième chose à savoir par rapport à la proposition, c'est le stage de 3e. Le stage de 3e, du coup, c'est tous les élèves de 3e aujourd'hui doivent aller une semaine dans une entreprise durant leur année de 3e. C'est un stage d'observation, ils sont pas censés travailler. Alors c'est observation du monde professionnel. Voilà. Donc c'est pas qu'entreprise, c'est collectivité locale aussi. Moi j'en accueillais plein à la mairie par exemple. D'ailleurs c'était trop drôle parce que les stagiaires de 3e, c'est que genre les mecs quand ils savent qu'ils vont à la mairie, ça les faisait chier, non mais vraiment, putain l'angoisse quoi, genre la mairie, l'enfer. J'ai fait mon stage de 3e à la mairie et en fait trop pas parce que c'était trop drôle, ils adoraient, ils trouvaient ça trop marrant, j'en montrais plein de trucs et tout, ils trouvaient ça trop rigolo. Et à chaque fois à la fin de la semaine ils disaient mais c'était trop bien, je savais pas du tout que la mairie c'était comme ça, je savais même pas qu'il y avait des jeunes qui bossaient à la mairie et tout, c'était trop bien. Ouais, je les adorais. Enfin bref, donc non ouais c'est une proposition intéressante en tout cas de permettre aux stagiaires de 3e de faire dans le cadre du service civique. Mais c'est normalement de 6 à 12 mois, et là on a sur du moins de 16 ans une semaine, par rapport à du 16-25, 6 à 12 mois, donc il y a quand même une grosse différence. Mais c'est intéressant comme proposition. Je comprends pas pourquoi la proposition d'Alexandre, c'est pas plutôt de baisser l'âge où on peut faire son service civique. Enfin, en même temps, tu me diras, avant 16 ans, faut avoir 6 mois devant soi. Moi je la comprends. Ah oui, mais non, c'est normal parce qu'à partir de 16 ans, jusqu'à 16 ans, la scolarité est obligatoire, donc évidemment, tu vas pas avoir 6 mois devant toi avant 16 ans. C'est vrai, de toute façon, ouais. Ça règle la question. Moi ce que je le comprends, c'est simplement qu'il veut que les jeunes puissent aller passer leur stage d'une semaine dans des ONG, des associations d'intérêt général, mais je pensais que c'était déjà le cas, quoi. Auquel cas, la réponse est oui, bien sûr, vous pouvez. Voilà. Alors je sais pas, c'est que des entreprises, le stage de 3e, ou c'est aussi association? Mais bien sûr, c'est tout. Ah oui, puisque toi c'était une collectivité. Moi c'est une collectivité, les entreprises, les ONG, les assos, et tout. Mais bien évidemment, bien sûr. Dès qu'il y a des professionnels, qu'il y a des gens qui bossent, tu peux faire ton stage de 3e dedans. Fondamentalement, c'est simplissime. Mais en plus, c'est très simple. La convention de stage, c'est facile à signer et tout machin. D'ailleurs, il y a de plus en plus, moi j'avais travaillé à la préfiguration de ce truc-là à la mairie de Paris. Il y a des bourses au stage qui sont mises en place pour lutter contre la discrimination à l'embauche. Parce que c'est ouf, mais à 15 ans, il y a déjà une discrimination à l'embauche. C'est-à-dire que, en gros, les enfants de classe moyenne aisée allaient tous faire leur stage dans des entreprises de services tertiaires, et tous les enfants plus pauvres, ils allaient tous dans des restaurants, faire la plonge, limite sur des chantiers et tout, et tu dis c'est ouf, les mecs ils ont 15 ans et ils subissent déjà la discrimination, les mecs ils ont la vie devant eux, ils pourraient encore rêver d'être astronautes et tout, selon la situation de leurs parents. Mais oui c'est ça, parce qu'on sait très bien comment ça fonctionne, c'est le réseau, et donc du coup on a mis en place, la mairie de Paris a mis en place une espèce de bourse au stage avec une assoce qui faisait ça, le conseil général de Seine-Saint-Denis aussi a fait ça, un truc vachement bien. Alors ils sont allés encore plus loin parce qu'ils ont fait s'engager des grandes entreprises de la Seine-Saint-Denis à accueillir des stagiaires dans les bureaux, et du coup c'est vraiment cool. Du coup t'as des enfants de catégories sociales très défavorisées qui vont dans des bureaux avec que des mecs en costard CSP+, et du coup ça leur donne à voir aussi un monde qui leur est totalement inconnu de par leur milieu social d'origine. C'est bien comme initiative. On demande si on peut le faire chez toi, le stage de 3e. Stage de 3e chez Acropolis, je suis pas sûr que le côté professionnel du truc. Le stream est pro. Non j'avoue, ouais. Il y a quand même une petite info là, c'est vrai que vous voyez pas la souris, en bas de la description, c'est qu'il parle que ça permettrait notamment aux jeunes sans diplôme de s'engager par la suite au service civique. Donc peut-être que l'idée derrière, c'est de dire ceux qui atteignent 16 ans, qui n'ont pas envie de continuer leurs études, ils sont en 3e, ils n'ont pas encore 16 ans, ils font un espèce de pré-stage. Ouais. Ah, dans ce cas-là, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'en gros, tu t'engages après ta 3e direct. Okay. La proposition d'Alexandre, ça pourrait consister à dire qu'il y a un mec en service civique. Donc il a entre 16 et 25 ans, il est engagé sur 6 mois, et dans le cadre de son service civique, il peut accueillir des stagiaires de 3e pour leur montrer ce que c'est que le service civique. Moi c'est pas ça ce que j'ai compris. C'est pas ça ce que t'as compris? C'est marrant, mais c'est bien aussi, hein, mais non, moi ce que j'ai compris c'est que l'idée c'était que si t'es genre en 3e tu vas faire ton stage, tu sais que tu veux faire le service civique après, t'essayes de le faire dans l'organisme auquel tu voudrais faire ton service civique pour avoir une semaine avant, quoi. Moi c'est ça que je sais pas, c'est assez ambigu. C'est assez ambigu. Dans le débat... Qu'est-ce qu'on raconte? Stage d'observation, à ce titre aucun travail n'est censé être demandé aux stagiaires, ça bien entendu. C'est bien sûr, oui. Il ne faut pas oublier non plus que le service civique est bien souvent un moyen d'avoir une main d'œuvre pour pas cher. Il reste néanmoins qu'effectivement développer l'esprit collectif est un enjeu majeur, la solidarité. Ça t'a pas l'air... ça t'a... Si, non, c'est pas que... Enfin,
C'est compliqué. Il y a un débat, notamment à gauche, sur le service civique. C'est rigolo parce que j'ai fait partie des groupes de travail de la commission Martin Hirsch en 2008 qui a préfiguré le service civique. Et il y avait une vraie engueulade entre le monde associatif et le monde syndical, en gros. Je schématise à peine, sur le service civique, parce qu'en gros, le service civique a été inventé par les assos, a été voulu par les assos. Pour faire un truc assez simple, c'est qu'en gros, dans les associations, avant le service civique, t'avais 2 modalités. T'avais le salariat et t'avais le bénévolat. Et t'avais rien entre les deux. Et ça, les assos, elles en pouvaient plus, parce qu'il y avait besoin d'avoir des missions courtes sur des OP, sur des campagnes montées par des assos, etc. Donc il y a notamment une association formidable qui s'appelle Unicité, qui a beaucoup travaillé à la préfiguration du service civique. Ils ont inventé des contrats de travail qui n'en étaient pas vraiment, des trucs, enfin ils ont préfiguré le truc. Et en gros, c'était une demande des associations de bénéficier d'un contrat d'engagement au service d'une cause d'intérêt général, qui est plus que du bénévolat. En fait, un volontaire en service civique, c'est un bénévole plus. C'est-à-dire qu'il est tellement bénévole que l'État va le dédommager et non pas le rémunérer. C'est pas une rémunération le service civique, attention. Hein. C'est exactement comme un stagiaire n'est pas... tu s'entends par là que tu gagnes pas de la retraite, que ce genre de choses-là, si, heureusement, si, tu cotises quand même, mais la différence, c'est que tu n'es pas rémunéré sur un travail, tu es rémunéré sur une forme de subvention d'intérêt général, parce que ta mission est d'intérêt général. Donc c'est d'ailleurs pour ça, et tu as eu raison de le rappeler, que le service civique, ça concerne uniquement des domaines d'intérêt général. Je dis ça parce qu'à une époque, je me souviens notamment de députés de la majorité à l'époque qui voulaient que le service civique puisse être fait dans les entreprises. Genre tu peux aller faire ton service civique chez Dassault, chez Total et tout. Genre, du coup ça fait des stagiaires gratuits quoi, pour les entreprises. Là c'est encore plus que stagiaires gratuits, donc là effectivement on était dans un schéma. Et en gros, depuis que le service civique est mis en place, il continue à y avoir un débat au sein des milieux d'engagement entre des syndicalistes et des associatifs, où il y a des gens qui considèrent que les services civiques sont de la main-d'œuvre bon marché, notamment, et c'est pas totalement faux parfois, dans les collectivités territoriales. Et moi j'ai toujours été assez critique du fait que le service civique soit déployé aussi rapidement dans les collectivités territoriales, parce qu'effectivement, il y a des mairies, il y a des conseils départementaux, il y a des conseils régionaux qui savent pas comment ça fonctionne le service civique, et qui du coup prennent des jeunes et ils disent bah c'est bien, on a des jeunes gratos pendant 6 mois, bon bah on va leur faire faire de la surveillance dans les cantines des collèges, etc. Et ça c'est illégal, genre ça ne répond pas à l'ambition même du service civique. Domaines qu'on a cités. En fait, si ça peut rentrer dans le domaine, parce que c'est de l'éducatif. Non, mais ce que fait la personne. Mais ce que fait la personne, c'est juste, voilà, tu demandes pas à un volontaire en service civique de remplacer un salarié. Ça, c'est juste illégal, quoi. Ça rentre pas dans le dispositif et c'est très très éloigné de la philosophie. Même un stagiaire, hein. Même un stagiaire, en principe, t'es là pour le former. Oui, c'est vrai. Mais voilà, la philosophie même du service civique, parfois est dévoyée. Ouais, c'est vrai. Il faut forcer de le constater. De là à dire que le service civique, c'est un dispositif de capitalistes salauds, etc., je suis pas d'accord. Moi, je suis un associatif pur et dur et je continue à dire que c'est hyper important qu'on ait des dispositifs genre service civique pour permettre aux jeunes de découvrir l'engagement et pour permettre aux associations de remplir des missions d'intérêt général, etc. Bref, excusez-moi, c'était mon petit pitch sur le service civique. C'est un débat fascinant le service civique parce que ça pose des questions sur le travail, sur la jeunesse, sur l'éducation, sur l'engagement, ça pose plein de questions sur le service militaire aussi, parce qu'il y en a plein qui confondent encore et tout. Enfin bref. Excusez-moi, Procyon, moi j'avais fait un stage une semaine et après je suis revenu chaque vacances, la moitié des vacances, 8h, 20h. Ah bah comme quoi t'avais kiffé. Quand on veut faire plus qu'une semaine, on peut. Ouais, c'est clair. Unicité, c'est un groupe de jardin. Oui, de Alexandre Jardin. Voilà. Service civique chez Dassault Armement, une nouvelle vision du monde. Un stagiaire est une personne qui doit être formée et supervisée. Oui, t'as raison Nathalie, la première vocation d'un stagiaire, c'est la formation. Service civique et le nouveau stagiaire. Enfin bref, donc voilà, donc on a un peu brossé ce truc-là. En tout cas, c'est une proposition intéressante, celle d'Alexandre, je trouve ça cool. Moi, tout ce qui consiste à faire découvrir l'engagement aux moins de 16 ans, je suis pour. Par principe. Voilà. On a un pays où il y a beaucoup de membres, enfin c'est plus de la moitié des Français, je crois, qui sont membres d'au moins une association. C'est plutôt. Je connais pas les stats des autres pays, mais c'est déjà quand même bien déjà. France Bénévolat qui titrait 30 millions de bénévoles, je crois, un truc comme ça. Ah, non, c'est colossal. Alors après, t'as du bénévolat encadré dans le cadre associatif, puis t'as le bénévolat du quotidien, quoi. Aller serrer la main, aller t'inquiéter de savoir si ta voisine âgée, elle va bien. Tu penses qu'ils les comptent là-dedans? Je pense qu'ils les comptent là-dedans, parce qu'en fait, ils font des études. Tout le monde est. Enfin, c'est moi qui est là, c'est moi qui suis dans le pays des bisounours. Peut-être pour moi, tout le monde s'entraide. Enfin, si tu vois quelqu'un qui est en galère, tu. En tout cas, effectivement, on est un pays. La France est un pays, c'est pas le seul. Hein, le monde anglo-saxon l'est encore plus. Ils ont une notion d'engagement qui est très particulière. Gros dons, etc. Ils ont un mode de fonctionnement de don de soi qui est quand même très particulier, mais c'est très individualiste aussi. La France est un pays très très engagé et c'est une richesse phénoménale. Hein. D'ailleurs, ça avait été chiffré par Ramon, ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, qui comprend aussi la valeur ajoutée créée par les assos. C'est phénoménal. C'est plusieurs points de PIB. C'est plusieurs points de PIB, c'est supérieur à l'industrie automobile. Ouais.
Après, c'est des vases communicants qui communiquent pas vraiment. Il faut faire attention. On crée des abstractions, mais ça représente une richesse phénoménale. La France crée de la richesse humaine colossale chaque année par l'engagement, par le bénévolat, par des gens qui vont faire des vendanges, des chantiers d'insertion, des trucs. Donc voilà. Effectivement, Mister Cassin, il y a le scoutisme, il y a le service civique. Donc voilà. Surtout le scoutisme. Surtout le scoutisme. Non, mais c'est vrai, c'est un gros vecteur d'engagement, le scoutisme pour les moins de 15 ans. Donc voilà. Si vous êtes au collège, que vous voulez vous engager, n'attendez pas d'être au lycée. Tu sais que j'avais été au Junior Association, moi. Ah oui. Secrétaire général du réseau national des Junior Associations, je l'ai été pendant 3 ans je crois. Et Junior Association, c'est un dispositif qui permet aux moins de 18 ans, aux moins de 16 ans même, de créer une assoce. Alors même que la loi à l'époque ne le permettait pas. Bon bref, tout ça a changé. Aujourd'hui on peut créer une association en étant mineur ? Oui, mais c'est pas pour autant que tu auras toutes les facilités des assos. Puisque du coup les assureurs vont te fermer la porte, les banques vont te fermer la porte, les collectivités vont te fermer la porte, donc heureusement le RNJA, le réseau national des Junior Associations, est là pour aider les jeunes à créer des assos. Enfin bref, on avance ? Allons-y. Zou, proposition suivante. Créer des pensionnats pour les SDF et migrants adultes afin qu'ils apprennent le français et un métier. D'accord. Proposition de Arnaud. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Arnaud ? Il n'est pas digne d'un pays comme la France de laisser des personnes dormir dans la rue. Le cursus doit être relativement court, 1 à 2 ans. L'assiduité est obligatoire sauf cas de force majeure sous peine d'exclusion. Ouvert également en demi-pension, en personnes en grande précarité, mais ayant un toit, et ouvert aux hommes et aux femmes, ils seront ensemble dans les salles de cours, mais séparés dans les dortoirs. Et ce serait une partie du budget de l'éducation nationale qui le financerait. D'accord. Alors, on a un petit peu de débat là également. C'est précis comme... C'est assez précis, ouais. Il y a du débat du coup dans les commentaires. Qu'entends-tu par migrant ? Ah oui, alors oui, d'accord. Voilà, il faut arrêter de croire que tous les migrants sont des illettrés. Oui, non, c'est juste l'utilisation du mot micro. À mon avis, Arnaud, il voulait parler des réfugiés, non ? Ouais, je pense que c'est quelque chose qui part d'un bon sentiment de toute façon, quoi. C'est ce qu'il dit, il part du principe qu'il n'est pas normal de laisser les migrants dans les bidonvilles, par exemple à Calais. Oui. Mais je ne trouve pas non plus normal de loger des personnes qui ne sont pas encore françaises s'il reste encore certains de nos concitoyens qui ne peuvent pas se loger. D'accord. Ok, donc c'est un débat sur la prise en charge de l'immigration et de l'extrême pauvreté. J'étais d'accord jusqu'à ce qu'on arrive à l'éducation nationale. Ah, tu veux pas qu'on tape dans le budget de l'éducation nationale, Fanny ? Ok, je te comprends. D'accord, ok. C'est un peu baroque comme proposition. C'est intéressant, hein. C'est intéressant en tout cas parce que l'idée de départ, et il le dit, hein, c'est juste indigne effectivement d'avoir une extrême précarité, etc. Après, j'ai l'impression qu'on recrée les hospices. Tu sais, les hospices du Moyen-Âge où on prenait. Ouais, moi, ce qui me gêne un peu, c'est la notion de priorité. Après, c'est voilà. Chacun, pour moi, on est français, on peut être d'une autre nationalité, on peut être de telle origine ethnique, de telle religion, mais on est tous des humains, quoi. Après, il y a juste un truc que je ne sais pas, et j'ai pas l'impression que Arnaud le dise dans sa proposition, c'est le caractère obligatoire du truc. Parce que donc ce serait sur le principe du volontariat, tu veux dire. Du volontariat, en tout cas, des travailleurs sociaux et des associations qui font le travail d'aller chercher les gens et de leur proposer. Alors effectivement, si le but c'est de créer des centres d'hébergement d'urgence pour les SDF, pour les migrants, comme il y en a un qui va bientôt ouvrir à Paris, c'est un camp de réfugiés, etc. Là, moi je dis oui à 2000%, bien sûr, avec des cours de français, avec de l'insertion, voilà, avec de la santé, avec de la prévention sur les risques VIH, etc. Non, mais bien sûr, à mort. Mais si par contre l'idée c'est de recréer des hospices où genre c'est obligatoire quand t'es SDF d'aller au pensionnat. Là c'est pour le coup, là je suis un peu plus gêné. C'est liberticide, quoi. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une question, mais ça c'est une question intéressante parce qu'elle est souvent citée dans le débat autour de la prise en charge de l'exclusion, de la grande précarité. C'est est-ce qu'il faut forcer les gens à sortir de la rue contre leur propre gré, etc. C'est une discussion très difficile parce que c'est des parcours de vie, Il y en a plein qui veulent pas, qui refusent l'aide, hein, ça arrive, hein. Ouais, alors, en général, quand on dit ça, on parle de gens qui sont déjà au bout du cycle de l'exclusion. Ça fait longtemps qu'ils sont SDF. C'est une gangrène, hein. C'est une gangrène, l'extrême précarité, parce que d'ailleurs, ça a été écrit par Martin Hirsch, qui a fait un super bouquin qui s'appelle « Ça commence à nous coûter cher, cette pauvreté », où tu te rends compte que plus tu laisses l'exclusion s'installer, plus elle est difficile à rattraper. C'est vraiment un truc, c'est un cauchemar. Et effectivement, les personnes qui sont à la rue, littéralement, c'est des gens qui, pour beaucoup d'entre elles, sont déjà dans un parcours d'exclusion qui a mis plusieurs années à arriver au stade ultime qui est je suis à la rue, je suis exclu. Et alors là, effectivement, c'est extrêmement compliqué de les raccrocher. Donc heureusement, il y a des militants sur le terrain qui font un travail formidable, mais ils sont à bout de bras, il n'y a plus de place dans les centres d'hébergement d'urgence. Enfin,
Donc voilà. En tout cas, moi, je rejoins Arnaud sur sa proposition de créer des places d'hébergement d'urgence, effectivement, donner des cours alors de français. Pourquoi français, pas plus que de formation professionnelle, des ateliers Emmaüs, etc. S'ils veulent rester en France, autant que c'est vrai que c'est pas bête qu'ils apprennent la langue officielle. Et puis après, il y a aussi un métier. Donc un métier, oui. Sauf que moi, ils en ont la plupart déjà un, je pense, de toute façon, quoi. Après, il faut voir si il est compatible avec notre économie ou avec ce qu'on fait. Oui, c'est vrai. Ok. En tout cas, une proposition qui a retenu 80% de votes favorables et qui a un petit débat. Donc n'hésitez pas à réagir vous aussi sur Stig. Hop, la dernière. Mise en place d'une liste restreinte de médicaments qui peuvent être prescrits et remboursés par la sécurité sociale sur le modèle de la Wise List en Suède. Tu peux en parler un peu? Alors j'ai été regarder, il y a le lien d'ailleurs pour ceux qui sont sur Stig pour consulter cette Wise List. En fait en Suède, il y a une liste de médicaments qui est publique, où sur chaque médicament il y a écrit ce que ça fait, à quoi ça sert, etc. Et c'est une liste fermée de médicaments que peuvent prescrire les médecins. D'accord. C'est-à-dire que ça sert de contrôle pour éviter qu'il y ait des prescriptions abusives. Tu sais qu'il y a des médecins, par exemple, les médecins aussi reçoivent des commerciaux qui leur présentent des médicaments dans le but qu'ils les prescrivent plus que d'autres. Ouais. Le but de la Wise List, c'est d'empêcher ça d'une part, et également d'avoir une liste de médicaments dont l'efficacité a été prouvée, on est sûr que les effets secondaires dépassent pas. Enfin, tu vois que quand tu crées un médicament, il y a toujours le ratio, est-ce que ça te guérit par rapport aux effets que tu peux avoir en le prenant, quoi. D'accord. Donc il y a tout ça qui est pris en compte, et donc c'est ce que propose Frédéric ici, c'est d'avoir plutôt que la Sécu rembourse une partie des médicaments et une partie moins bien et une partie pas du tout, c'est qu'il y a une liste de médicaments arrêtés qui est remboursée à 100%. Mais les médecins ne pourraient pas prescrire en dehors de cette liste. Et l'idée, c'est de couvrir évidemment un maximum de maladies. Je sais pas dans le cas de maladies très rares comment c'est traité. Je suppose qu'il doit y avoir des exceptions, tu vois. Mais que pour les 99% de choses qu'on peut attraper dans la vie courante, il y a une liste de médicaments qui évolue avec le temps, bien sûr, mais qui soit arrêtée pour protéger les citoyens, en fait. Ça fait une rente phénoménale pour les industries pharmaceutiques qui vendent ces médicaments-là, du coup. Alors, je crois qu'il parle de générique, non, à un moment le problème, c'est qu'en fait, Frédéric, il a mis un lien dans son... Il a pas... Je peux cliquer sur le lien? Je sais passe quoi? À mon avis, ça va t'ouvrir une fenêtre à la con et... Bon. Non, on va tente éviter. Pas le diable. Ouais, on va pas tenter le diable, j'ai un peu peur pour le stream. Non, mais... J'arrive pas à voir la différence entre cette liste et le principe de l'autorisation de mise sur le marché, tu sais, l'AMM. L'AMM, c'est le Saint Graal des gens qui font de la recherche en santé. Mais c'est les laboratoires qui investissent, qui font de la recherche pendant 10-15 ans pour réussir à ce que la NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, donne cette fameuse liste, en fait, donne une autorisation de mise sur le marché, une AMM. Mais il vérifie que ça ne fait rien de mauvais. Ah oui. Ou est-ce qu'il vérifie aussi que c'est efficace? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est juste, j'arrive plus, je cherche un mot, oui. Ça fait rien, tu vois. L'innocuité. Ouais, mais c'est pas ça l'adjectif. Non, c'est pas ça l'adjectif. Enfin, vous avez compris, quoi. Est-ce qu'il vérifie juste que tu risques rien, ou est-ce qu'il vérifie que ça marche? Parce que il y a plein de reportages qui nous disent qu'il y a un très grand nombre de médicaments dont l'effet chimique, en tout cas, parce que l'effet placebo, lui, il existe, c'est prouvé, quoi, mais que l'effet chimique est contestable. Est contestable. Ouais. Alors après, je sais pas. Moi, il faudrait que j'aille voir le lien en détail. Je t'avoue que ça me paraît sclérosant, en fait, l'idée de faire cette liste. Déjà, ça limite les médecins dans leur choix, dans leur liberté de prescription. Et surtout, comment est-ce que tu évolues au fur et à mesure des maladies? Comment est-ce que tu fais bouger cette liste? Du coup, il faudrait une liste avec des antécédents, ça sort. Ouais. Parce que tu peux pas avoir une liste ad vitam aeternam. Heureusement, il y a des molécules qui doivent entrer dans cette liste, d'autres qui doivent en sortir, d'autres qu'on doit pouvoir mettre entre parenthèses temporairement. Tout à fait, ouais. Il va voir comment elle est actualisée en Suède. Enfin, regarder comment. Je crois que c'est une fois par an. Là, c'est Wise List 2016, le lien. Donc apparemment, chaque année, ils actualisent la liste des médicaments autorisés. Mais je te dis parce que pour toi, c'est déjà plus ou moins le cas, ça existe déjà, bien sûr, plus large, quoi. Beaucoup plus. Ouais, plus large. C'est pas une liste. Enfin, il y a une liste de médicaments qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché, et donc les médecins peuvent les prescrire, en tout cas pour ceux qui sont prescriptibles. Il y en a d'autres qui, comme vous le savez, sont sans prescription. Vous allez acheter votre Doliprane
votre paracétamol sans prescription. Et ensuite, tu as raison, il y a des médicaments... c'est pas toi qui as raison, pardon, c'est je sais plus qui parlait des médicaments orphelins, toi tu as tort. Non, c'est Betsani qui parlait des médicaments orphelins. Voilà, les médicaments orphelins, je crois que ça fait référence à des médicaments qui ne sont utiles que pour 1 ou 2 cas en France, très rares, de maladies très rares, de pathologies très particulières, etc. Là, on rentre dans des trucs où il y a des exceptions de fou furieux parce qu'on rentre dans la maladie chronique, etc. Il y a Lucas là qui parle d'ailleurs de la réalisation possible à cause de l'Union Européenne. Lucas d'ailleurs que je salue parce que c'est un gros utilisateur de Stig. C'est vrai, Lucas? Ouais. Salut Lucas. Donc il dit l'idée est bonne mais n'est malheureusement pas réalisable dans le cadre de l'Union Européenne. Il faut savoir que l'État se désengage petit à petit de la sécurité sociale en ne remboursant plus certains médicaments sur ordre de la Commission Européenne, fixés par les règles 168-169, mais aussi par les GOP, tu sais ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Par les GOPE, article 121. GOP. Parce qu'il dit en gros que de toute façon c'est plus la France qui décide des médicaments qui sont autorisés ou non. Ouais. De toute façon. Non, alors ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est toujours la NSM qui fait son taf, t'inquiète pas. Alors évidemment elle travaille avec ses collègues européens, enfin tout ça évidemment fonctionne en synergie. En plus c'est pas l'État, c'est pas la sécurité sociale, ça fonctionne pas tout à fait de la même manière. Et le mode de fonctionnement des remboursements de la sécurité sociale, il est très particulier et puis il fonctionne aussi sur un principe comment dire, de contradictoire. Tu sais que quand un laboratoire pharmaceutique reçoit une notification où l'assurance maladie lui dit votre médicament, avant on le remboursait à 75%, maintenant on va baisser son remboursement à 50%, il y a un contradictoire, c'est-à-dire que les laboratoires pharmaceutiques peuvent se défendre en disant mais non, je suis pas d'accord avec vous, il est toujours efficace, regardez, expertise, contre-expertise, enquête, contre-enquête, étude, examen, etc. Tout ça fonctionne. On parle très souvent évidemment, et on a raison de le faire, du lobby pharmaceutique, etc. Il faut quand même pas oublier que la santé est un domaine qui fonctionne avec des règles, avec des organismes, avec des expertises indépendantes. Ça a beaucoup changé depuis le sang contaminé, il s'est passé énormément de choses. La NSM par exemple, l'Agence nationale de sécurité des médicaments, c'est un truc putain d'indépendant quoi. C'est des vrais mecs en blouse blanche qui taffent et qui sont là pour faire des études, publier, qui montrent leurs résultats, leurs examens, leurs tests, etc. pour vérifier le fonctionnement des médicaments. Les entreprises pharmaceutiques, elles aussi, ont le droit de faire leur propre expertise dans leur côté, qui parfois peut être contradictoire avec celle de la NSM, pour nous attendez, nous on n'est pas d'accord, regardez, on a trouvé ces résultats-là. Donc voilà, tout ça est... Je dis pas que tout ça fonctionne à merveille, il y a probablement énormément de choses à faire, notamment après la crise du Mediator, on a vu que voilà, rien n'est parfait, loin de là, dans le domaine de la santé et de la sécurité du médicament, mais voilà, il y a quand même des progrès qui sont faits, il y a une vigilance, une pharmacovigilance quand même qui est assez importante. Non, la NSM n'étant rien indépendante. Ah merde, il y a Serge Donkey qui s'étrangle. Et ce que je sais aussi, c'est qu'en France, on pourrait arrêter de rembourser de 50% des médicaments, ça ne changerait rien niveau santé, mais ça ferait gagner des milliards. Mais ça, c'est... Enfin... Comment est-ce qu'on peut... Mais après, c'est soumis à débat, c'est exactement comme le remboursement de l'homéopathie, où il y a un gros lobbying pour l'homéopathie. Je pense que la wishlist, c'est ça aussi, c'est que ça permet de faire des économies, ça permettrait de faire des économies à la sécurité sociale, parce que tu n'auras que des médicaments aussi qui sont dans un certain prix, et peut-être qu'à plusieurs médicaments à différents prix pour le même effet, autant prendre quand même le moins cher, quoi qu'il arrive, quoi. Enfin bref. La maîtrise des dépenses de santé, c'est aussi toujours un grand moment, vous savez, l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie, etc. Tout ça, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont mises en place pour essayer de boucher le trou de la sécu, ce qui n'est pas simple, mais l'idée de créer une wishlist, peut-être que c'est une super idée, j'en sais rien, honnêtement, je connais pas le modèle suédois. Je sais pas. Quels sont les objectifs, quels sont les résultats, est-ce que la wishlist permet de remplir quels objectifs? C'est ça la question que j'aimerais bien poser. Mais voilà. Si vous avez des solutions, n'hésitez pas à participer sur Stig, hein, c'est fait pour ça. J'ai l'impression qu'on a un peu bâché ce soir les propositions, un peu plus que d'habitude. Ouais. Je sais pas, j'en sais rien, c'est à vous de nous dire. Nous on essaye de faire cette émission pour vous permettre de discuter avec nous, d'y réfléchir. Merci à toutes et à tous d'y avoir participé. Merci beaucoup Jérémy. Merci à toi, c'est toujours un plaisir de venir dans les studios d'Acropolis. Studios d'Acropolis, ouais. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve mardi prochain, si ce n'est plus tôt, mardi prochain pour la prise des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. On se retrouve samedi à la Bellevilloise pour celles et ceux d'entre vous, et ça nous ferait plaisir de vous voir, qui viendrez au forum de la Civic Tech. Le lien est sur la page Facebook d'Acropolis évidemment et de Stig également. Allez faire un tour sur getstig.org pour obtenir l'application si c'est pas déjà fait.
Allez faire un tour sur acropolis.fr, notamment sur le shop. Vous pouvez toujours acheter des t-shirts, les sweats et le mug Acropolis, évidemment, que vous pouvez acheter sur la boutique Acropolis, sur acropolis.fr. Merci à toutes et à toutes. Passez une bonne fin de journée. Merci. Et à très bientôt. Ciao, bye. Ciao.